Bonjour chers élèves et soyez les très bienvenus sur cette plateforme nationale conçue pour l'enseignement à distance. Dans le cadre de l'étude des caractéristiques du conte philosophique, à partir de Candide ou l'optimisme de Voltaire, nous allons faire ensemble une activité de lecture. Le chapitre 3e va servir de support et l'extrait commence de « Rien n'était si beau » et se termine sur « Les beaux yeux de Cunégonde ». Notre activité a pour objectif d'identifier d'abord la portée satirique dans le texte, de découvrir ensuite les moyens mis en place pour dénoncer la guerre, puis de dégager la tonalité pathétique du passage et en appréhender enfin la facture réaliste. Lisons ensemble le texte en question. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord à peu près 6000 hommes de chaque côté. Ensuite, la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ 9 à 10 000 coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de 1000 âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des tédums, chacun dans son camp, il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants et gagna d'abord un village voisin. Il était en cendres. C'était un village avare que les Bulgares avaient brûlé selon les lois du droit public. Ici, des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes. Là, des filles éventrées, après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros, rendaient les derniers soupirs. D'autres, à demi brûlés, criaient qu'on acheva de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et de jambes coupés. Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village. Il appartenait à des Bulgares et des héros avares l'avaient traité de même. Candide, toujours marchant sur des membres palpitants ou à travers des ruines, arriva enfin hors du théâtre de la guerre, portant quelques petites provisions dans son bissac et n'oubliant jamais mademoiselle Cunégonde. Ces provisions lui manquèrent quand il fut en Hollande, mais ayant entendu dire que tout le monde était riche dans ce pays-là et qu'on y était chrétien, il ne douta pas qu'on ne le traitât aussi bien qu'il l'avait été dans le château de Monsieur le Baron avant qu'il en eût été chassé pour les beaux yeux de mademoiselle Cunégonde. Commençons d'abord, chers élèves, par expliquer quelques mots qui pourraient constituer une certaine difficulté. Leste, c'est un adjectif qui veut dire agile, preste, vif. Fifre, c'est un nom masculin qui veut dire cette petite flûte en bois au son aigu. Hautbois, la même chose, c'est un nom masculin. Il s'agit d'un instrument de musique à vent de la famille des bois. Mousqueterie, c'est un nom féminin. Il s'agit de cette décharge de mousquet, c'est-à-dire de fusil.
Baïonnette, c'est un nom féminin. Il s'agit d'une arme pointue qui s'ajuste au canon d'un fusil. Tedum, c'est un nom masculin invariable. C'est cette cérémonie religieuse pour remercier Dieu. Criblé, ici c'est un participe passé à valeur d'adjectif, c'est-à-dire percé de coups de manière répétée. Éventré, c'est un participe passé à valeur d'adjectif qui vient du verbe éventrer, c'est-à-dire ouvrir le ventre. Bissac, c'est un nom masculin qui veut dire sac, poche. Coquin, c'est un nom et il peut être aussi adjectif. Il s'agit d'une personne vile, une personne capable d'action blâmable. Passons maintenant, chers élèves, à la situation de passage. Après avoir été chassé du château de Tandırtın-Tronc, Candide est enrôlé dans l'armée bulgare. Il découvre ainsi les horreurs et l'atrocité de la guerre. Pour l'identification de ce même passage, on dirait qu'il s'agit d'un texte narratif à dominante descriptive du moment où le narrateur décrit la guerre et énumère les aspects de son absurdité et de sa barbarie. Nous allons maintenant contextualiser ce texte et l'œuvre ou bien et la totalité de l'œuvre. Nous avons ici deux années clés dans le contexte historique, bien sûr. Il y a l'année 1756 qui rappelle le début, ou bien qui rappelle le début de la guerre de 7 ans entre l'Autriche et la France d'un côté, contre la Prusse et l'Angleterre de l'autre côté. Ici, dans le texte, les Bulgares et les Avars n'existent pas réellement, ce sont des peuples imaginaires inventés par l'auteur, c'est-à-dire il s'agit d'une parodie des pays qui s'affrontent lors de la guerre de 7 ans. Il y a aussi l'année de 1758, c'est l'année durant laquelle Voltaire compose Candide. Alors, pour les axes de lecture, comme premier axe, nous allons voir cette vision ironique de la guerre. Deuxième axe, nous allons voir comment la guerre a été dénoncée à partir de cet extrait. Troisième et dernier axe, nous allons s'attarder sur les critiques de Voltaire. Alors, au début du texte, nous remarquons qu'il s'agit d'un aspect esthétique de la guerre. Cet aspect esthétique renvoie automatiquement à cette présentation décalée et inattendue, c'est-à-dire il y a une forme de surprise inattendue de la guerre. Des procédés sont mis en place pour mettre l'accent sur cet aspect esthétique, notamment des adjectifs élogieux intensifiés par l'adverbe d'intensité si, pour mettre en valeur ce rythme de la marche militaire, dont si beau, si leste, si brillant, si ordonné, pour rimer, je disais, la marche militaire des deux armées qui se livrent bataille. Il y a aussi une énumération et gradation des instruments de musique, de plus aigu au plus grave, commençant par trompette jusqu'à tambour. Et il y a aussi la justification, ironiquement bien sûr, de la guerre.
Et l'auteur dit que ce massacre est moralement et socialement justifié. Ironiquement, bien sûr, il y a des victimes donc, qui sont appelées coquins, qui infectaient le meilleur du monde, pris pour coupables. Ces coquins sont pris pour coupables, donc il faut les éliminer. Donc l'emploi de coquins ici est utilisé ironiquement. Il y a aussi le rôle de la guerre. Le rôle de la guerre est mis ici en cause pour être cette mesure de purification et d'assainissement. Il y a un autre élément qui entre dans cette ironie, ou bien dans cette absurdité de la guerre. Il y a l'énumération des chiffres des tués et précision du total final avec approximation, en utilisant des expressions comme à peu près 6 000 hommes, une trentaine de 1000 âmes. Et on remarque qu'il y a cette froideur du côté du narrateur, de Candide bien sûr. Il y a l'absence de l'émotion. Donc, pour montrer qu'il y a une forme de déshumanisation des morts par l'utilisation du substitut le tout. Donc, un tout uniforme, donc le tout pouvait se monter à une trentaine de 1000 âmes. Et toujours dans l'intention de dénoncer la guerre, l'auteur use de différents procédés, notamment de l'oxymore dans Boucherie héroïque. Je rappelle que nous allons nous attarder sur les figures d'intensité, d'amplification, d'insistance dans un autre cours qui sera diffusé ultérieurement. Il y a aussi ce lexique qui connote l'extrême violence infligée à ces maillons les plus faibles du chaînon, qui sont les vieillards. Et ces vieillards sont criblés de coups, c'est-à-dire percés de coups. Il y a des femmes égorgées, des mamelles sanglantes. Je rappelle ici qu'il y a un oxymore plutôt sémantique, puisque les mamelles renvoient à la vie et l'épithète sanglante renvoie quant à lui à la mort. Il y a aussi un autre procédé qui s'appelle l'euphémisme. Ici, il est utilisé dans le but d'éviter le choc et la brutalité. Au lieu de dire viol, l'auteur a exprimé le viol par les besoins naturels de quelques héros. Toujours dans le cadre, ou bien dans le cadre de dénonciation de la guerre, il y a ce répertoire des victimes, comme je viens de dire, les femmes, les enfants, les vieillards qui sont les plus faibles de toute la scène. Il y a une description réaliste du massacre, du moment où il y a usage du champ lexical de la violence qui désigne des actes meurtriers, et aussi la passivation de ces victimes de la guerre par l'assonance en « et ». Je tiens, chers élèves, à attirer votre attention sur la diversité des profils victimes de cette guerre atroce. On parle ici des femmes, des enfants, des vieillards comme étant, comme j'avais dit tout à l'heure, les maillons les plus faibles de cette scène. Il y a une description réaliste du massacre, du moment où il y a renvoi au champ lexical de la violence, qui désigne les actes meurtriers, mais aussi la passivation, ou bien les victimes qui sont passivées par l'assonance en « et », donc criblées, égorgées, éventrées et brûlées. Et pour terminer cette image de l'atrocité et de la barbarie de la guerre, il y a ces détails anatomiques horribles montrant la souffrance des personnes qui étaient en train d'agoniser. Et des familles, bien sûr, entières, dans la majorité, dans la plupart du temps.
Il s'agit des cervelles répandues, des bras et des jambes coupés. Alors, on remarque qu'il y a un effet de décalage, du moment où il y a une double vision et ironie. Il y a d'un côté la conception spectaculaire, c'est-à-dire comme s'il s'agissait d'un amusement, et théâtral de la guerre, prise comme héroïne, bien qualifiée d'héroïne. Il y a cette description réaliste de ses conséquences, de ses répercussions et ses effets sur les civils. L'auteur met en évidence cette absurdité, cette barbarie de la guerre en recourant aux champs lexicaux, par exemple du spectacle. Beau, brillant, fifre, trompette, harmonie, chanter des tédums, etc. Art, le champ lexical qui renvoie à l'art militaire, armée, canon, mousqueterie, baïonnette. Carnage, c'est-à-dire la boucherie, c'est-à-dire le fait de tuer. Boucherie, criblée de coups, femmes égorgées, mamelles sanglantes, filles éventrées, cervelles répandues, bras et jambes coupés. Et regardez le décalage qu'il y a entre spectacle et carnage. Donc, il y a d'un côté le spectacle qui renvoie à l'art, qui s'oppose totalement au carnage, qui renvoie à l'absurdité, à l'aurore et à la barbarie de la guerre. Ce qui veut dire qu'il y a une incompatibilité qui renvoie à cette remise en cause de la notion de l'héroïsme. Le troisième axe s'articule quant à lui sur les critiques de Voltaire. Celui-ci commence par critiquer les monarchies absolues. Et il montre que la responsabilité est identique dans les deux camps. Ici, on parle des Bulgares et des Avars. Remarquez, chers élèves, qu'il s'agit d'une paronymie et ce choix n'est pas innocent. Ils sont proches de la barbarie. Et nous remarquons qu'il y a aussi une satire quand les rois font chanter les tédums pour remercier Dieu, chacun dans son camp. Ici, Voltaire se moque de cette pratique et il s'en prend au roi et aussi à la religion via ce chant ou bien cette cérémonie religieuse qui est le tédum. Voltaire, ici, vise l'absurdité et l'inutilité de la guerre. Voltaire aussi parle de ce qu'on appelle la complicité des lois et de l'optimisme. Dans ce passage, lorsque l'auteur dit « c'était un village avare que les Bulgares avaient brûlé selon les lois du droit public ». À travers cet énoncé, Voltaire s'en prend d'abord aux lois qui ne protègent pas les peuples. Et par la suite, il s'en veut aux intellectuels contemporains, notamment Grotius et Pufendorf, qui justifient la guerre par des théories sur le droit public. Et vous allez trouver cette argutie juridique, chers élèves, dans le chapitre 11, et plus précisément dans l'énoncé. C'est une loi du droit des gens à laquelle on n'a jamais dérogé, mais aussi dans le chapitre 12, dans l'énoncé, c'était la loi de la guerre. Voltaire s'en prend également à l'optimisme à travers cette phrase. La mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ 9 à 10 000 coquins
qui ont infecté la surface, ici comme une forme de légitimation, mais ironiquement bien sûr, légitimation de la guerre considérée comme mesure de purification et d'assainissement. Quant à l'attitude de Candide dans ce passage, c'est la fuite qui est euphémisée par « il tremblait comme un philosophe », il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes et se cacha du mieux qu'il put. Ici, Candide réagit en déserteur et non en héros. Je vous propose la synthèse suivante. Pour dénoncer la guerre, Voltaire a mis en place divers moyens. La description réaliste, mais également l'ironie et la critique déguisée. Il s'aligne ainsi avec les philosophes des Lumières, notamment La Bruyère à la fin du XVIIe siècle, à partir de son œuvre intitulée « Caractère » au chapitre 10, Stendhal au XIXe siècle, à partir de son œuvre intitulée « La Chartreuse de Parme », et Émile Zola au XXe siècle, bien sûr à travers son œuvre intitulée « La débâcle », Louis-Ferdinand Céline à partir de son œuvre « Voyage au bout de la nuit », Henri Barbusse à partir de son œuvre « Le feu », Francis Ford Coppola, bien sûr à partir de son film sorti en 1979 et intitulé « Apocalypse Now ». Ainsi, notre séance touche à sa fin. Merci pour avoir été derrière vos écrans et à la prochaine.